En soi, bon, les carnets, juste une phrase. En gros, tu prends une phrase, tu la reçois là dans tes bras. Puis t'es 1 heure, qu'est-ce qu'on fait de cette phrase? T'es avec cette phrase? Tu vas en faire quoi de cette phrase? À quoi qu'elle peut te servir cette phrase? Et puis elle est là, cette phrase, et t'arrives plus à... Tu te dis, bah qu'est-ce que tu fais? Bah tu vas faire un carnet. Voilà la phrase. Des camions grossiers ébranlent la vitre sale du petit jour. Je me la refais. Des camions grossiers ébranlent la vitre sale du petit jour. C'est un verbe. Ébranle, qui est au milieu. Ébranle. Et avant, tu as nom adjectif et un partitif. Des camions grossiers ébranlent. Après, tu as deux. La vitre sale, nom adjectif du petit jour. Adjectif, non. Non adjectif, verbe, non adjectif. Adjectif, non. Des camions grossiers ébranlent la vitre sale du petit jour. T'as reconnu? De toute façon, on va pas faire un quiz, hein. On est pas là chez Bernard Bretonnière. Francis Ponge, œuvre complète 1, œuvre complète 2, ça tombe bien, on va aller dans les deux. Alors le Pléiade qui est bien fait, mais qui est toujours un peu nunuche, des camions, enfin, parler de camions, quand t'es poète, quand tu fais un Pléiade. Alors ils nous disent quand même, oui, mais il refait le coup des camions un peu plus loin, page 195, et justement tu tombes sur un texte qui s'appelle, alors il y a déjà aussi page 192. Alors la Pléiade, les écuries d'Augias, l'ordre de choses honteux à Paris crève les yeux, défonce les oreilles. Et il parle là, sur ce truc de honte. La somme de ce qui fait honte. Mais ce qui fait honte, c'est ce qui est. C'est pas que t'as honte ou que c'est des choses honteuses. C'est que c'est l'état du monde. Écoute ça. L'ordre de choses honteux à Paris crève les yeux, défonce les oreilles. Il est rock'n'roll quand même, Francis Ponge. C'est pour ça qu'on l'aime. Chaque nuit, sans doute, dans les quartiers sombres où la circulation cesse quelques heures, on peut l'oublier, mais dès le petit jour, il s'impose physiquement par une précipitation, un tumulte. Un ton si excessif qu'il ne peut demeurer aucun doute sur sa monstruosité. Ces ruées de camions et d'autos, ces quartiers qui ne logent plus personne, mais seulement des marchandises, ou les dossiers des compagnies qui les transportent, ces rues où le miel de la production coule à flot, où il ne s'agit plus jamais d'autre chose pour nos amis de lycée qui sautèrent à pieds joints de la philosophie, et une fois pour toutes dans les huiles ou le camembert, cette autre sorte d'hommes qui ne sont connus que par leur collection, ceux qui se tuent pour avoir été ruinés, ces gouvernements d'affairistes et de marchands, passe encore, si l'on ne nous obligeait pas à y prendre part, si l'on ne nous y maintenait pas de force la tête, si tout cela ne parlait pas si fort, si cela n'était pas seul à parler, hélas, pour comble d'horreur, à l'intérieur de nous-mêmes, le même ordre sordide parle parce que nous n'avons pas à notre disposition d'autres mots ni d'autres grands mots ou phrases, c'est-à-dire d'autres idées que ceux qu'un usage journalier dans ce monde grossier. Tu vois le mot grossier de grossier camion qui revient. Depuis l'éternité prostitue, tout se passe pour nous comme pour des peintres qui n'auraient à leur disposition pour y tremper leur pinceau qu'un même immense pot où depuis la nuit des temps tous auraient eu à délayer leur couleur. Ben vas-y mon gars, c'est ça l'écriture. Alors ça, les écuries d'Augias, et troisième occurrence de camion chez Ponge. Des raisons d'écrire. Je ne peux m'expliquer rien au monde que d'une seule façon, par le désespoir. Moi, comme dans mon terre Facebook, là. Oh oui, c'est triste tes trucs. Je ne peux m'expliquer rien au monde que d'une seule façon, par le désespoir. Tu vois, la littérature, c'est à prendre ou à laisser. Nous, on prend Francis Ponge. Dans ce monde que je ne comprends pas. Tu le comprends, toi? Dont je ne veux rien admettre. Tu l'admets, toi? Où je ne peux rien désirer. Nous sommes trop loin de contes
Je suis obligé par surcroît à une certaine tenue, à peu près n'importe laquelle, mais une tenue. Alors si je suppose à tout le monde le même handicap, la tenue incompréhensible de tout ce monde s'explique par le hasard des poses où vous force le désespoir. Exactement comme au jeu du chat perché. Ah mais attendez, je suis pas en train de lire le bon là. Ah, j'étais en train de lire justement le chat perché. Je suis pas en train de lire des raisons d'écrire. Excusez-moi, mais de toute façon je vais le laisser. Francis Ponge, tu vois, ça se coupe pas en petits morceaux. Des raisons d'écrire. Qu'on s'en persuade, il nous a bien fallu quelques raisons impérieuses pour redevenir ou pour rester poète. Notre premier mobile fut sans doute le dégoût de ce qu'on nous oblige à penser et à dire, de ce à quoi notre nature d'homme nous force à prendre par honteux, voilà, le texte sur la honte, honteux de l'arrangement tel qu'il est des choses, honteux de tous ces grossiers camions qui passent en nous. Et voilà, on est passé de cette première phrase là que je vous ai dite, cette phrase là, que je sais pas quoi faire, là, des camions grossiers ébranlent la vitre sale du petit jour. C'est un des premiers textes de Francis Ponge. C'est bien avant le parti pris des choses. Il a réussi à faire publier ça dans la NRF, je crois, en 1926. Parti pris des choses, ça commence à s'écrire ensuite, mais il faudra attendre jusqu'en 1935, tu vois. Et lui, attention, là, il a 26 ans. Quand il publiera Parti pris des choses, il en aura 35. Oh, des camions grossiers ébranlent la vitre sale du petit jour. Et ça s'appelle Le patient ouvrier. Allez voir. Il y a des raisons d'écrire. Là, on est passé à grossiers camions qui passent en nous. C'est pas les camions que tu... les camions en toi. De ces usines, manufactures, magasins, théâtres, monuments, ça c'est pour Mazetti, monuments publics qui constituent bien plus que le décor de notre vie, honteux de cette agitation sordide des hommes non seulement autour de nous. Nous avons observé que la nature autrement puissante que les hommes fait 10 fois moins de bruit et que la nature dans l'homme, je veux dire la raison, n'en fait pas du tout, etc., etc. Ô homme, informe mollusque, foule qui sort dans les rues, millions de fourmis que les pieds du temps écrasent, vous n'avez pour demeure que la vapeur commune de votre véritable sang, les paroles. Votre rumination vous écœure, votre respiration vous étouffe, votre personnalité et vos expressions se mangent entre elles, telle parole, telle meurt. Ô société, tout n'est que parole. Francis Ponge. Alors moi, quand je disais Pléiade, Nunuche, c'est que cette phrase, évidemment, quand je tombais dessus tout à l'heure, là, camion grossier, attendez, faut que je retombe, là, je la perds toujours à chaque fois, là, c'est après sa bio, là, c'est avant, là, au tout début, là, avant donc, que le livre commence, avant Parti pris et des choses. Des camions grossiers ébranlent la vitre sale du petit jour. Comment on se passerait de Francis Ponge aujourd'hui? Alors pourquoi je suis tombé là? Vous savez, hier, là, j'étais dans Hospitalier, alors je suis préparé un truc d'atelier d'écriture, ce sera ce mardi soir, et je voulais être sur la construction de personnages, et me hantait l'idée d'un texte qui importe par séquence, comme ça, des suites de personnages, charrierait des personnages avec toute leur vie dedans. C'est quoi charrier des personnages avec toute leur vie? Ben, c'est les historiettes de Talleyrand des Réaux. Reprends le texte de Céline sur Talleyrand des Réaux. Il dit, t'as 15 lignes et tu as tout. T'as le fric, les amours. Ça tient là, c'est comprimé. Et Talleyrand des Réaux, c'est 2 tomes comme ça. Et le texte qui me hantait, il m'est revenu. Et il y a 1 an, avant que je sépare les 2 chaînes, ce qui est toujours encore pour moi un gros doute, parce que j'aimerais tellement refaire... Mais non, je ne peux pas revenir 1 an en arrière. Et c'était une demande ultra chouette de la... Société des lecteurs de Francis Ponge à l'ENS Lyon. J'avais dit, vous savez, moi là en ce moment j'écris pas tellement, mais il y a ça qui me travaille de Ponge, j'aimerais justement, et alors là la vidéo là d'il y a 1 an, je vais vous mettre le lien là tout à la fin, et ils l'ont mise là sur le site de Société des lecteurs de Francis Ponge. Waouh, c'est super. Et alors, c'était quoi ce texte? Vous voyez Francis Ponge, là on était dans les proèmes, donc 37-38, les textes que je vous ai lus.
y compris les camions. Et moi, les camions, attention, camions grossiers, c'est pas parce que parler de camions, c'est grossier. Parce que moi, il y en a un de camion 1930 dans une casse juste à côté du container là, qui me sert de stockage là, pour tout ce dont je me débarrasse en ce moment, de bouquins que je trie, etc. Il y a un énorme camion là, juste avant-guerre. Mais c'est de la fonte, tu comprends? C'est à peine... ça pèse des tonnes. Pourquoi? Parce que les moyeux sont épais comme ça marche au poids, à la résistance. Tu sais pas faire des aciers meilleurs. Donc oui, c'est des grosses découpes comme ça à angle droit, avec juste les petits chanfreins là, pour les pièces de fonderie. Tu vois tout, tu vois les traces de forge, tu vois. Et camions grossiers, ben ouais, parce que 1930, c'est l'ébranlement de ce qui va devenir, nous là, nos camions, les rutilants, les flèches de la nuit, les camions qui s'envolent dans le ciel. Tu me crois pas? Viens faire un tour avec moi, je te montrerai. Et ben ce Francis Ponge, le même là, qui vient d'écrire là cette chose que j'ai lue, ben, c'est la mobilisation. Ah monsieur, vous êtes un intellectuel. On l'envoie à Rouen. Il arrive à Rouen, et là, en pleine nuit, il faudra qu'il marche à pied, c'est un texte fantastique, jusqu'à Grand-Quevilly, où il y a sa caserne. Et là, c'est une caserne où il est affecté au service boulangerie. Ponge, pendant plusieurs mois. Est-ce qu'il va être boulanger? Non, mais c'est encore pire. C'est-à-dire les boulangers, il y en a plein, ils fabriquent le pain, et tous ces petits gamins de village là qui viennent là, parce que leur papa, leur maman sont boulangers, eh ben, le pain, il faut l'acheminer à ces milliers de bons hommes qu'on a mobilisés. Parce que si t'as pas le pain et le vin, il n'y a plus d'armée. Et l'armée, elle tient parce que quignon de pain, litre de vin, un peu de gnôle quand tu t'en vas. Et ben, de toute façon, il n'y aura pas d'assaut, ça va tout s'effondrer avant. Mais le pain, relisez Sandrard sur tous les récits là, de la Première Guerre mondiale, c'est la base. Donc le service des boulangers dans l'armée. Essentiel. Simplement, c'est quoi? C'est de la bureaucratie, c'est des comptes, acheter des sacs, diviser, faire de la logistique, des transports et tout ça. Et ils sont une petite équipe de bons hommes là-dedans, et puis ils se retrouvent là, dans une espèce d'intimité forcée. Alors moi, elle était sur quoi ma vidéo? C'est que Ponge, il trouve une chambre, justement à Grand-Quevilly, là où est la caserne, à distance, là, toute petite distance de Rouen. Et puis le soir, tu vas à la ville, à pied, en tram. Une fabuleuse description de l'autobus qui fait le lien. Quand t'es troufion, comme ça que tu voyages à l'œil. Parce que au moins, à Rouen, t'as un peu éventuellement de musique, t'as café où tu peux... Voilà. Juste après, en 1940, la catastrophe est là. Lui, il était libéré. Donc il y a toute cette période qui commence où il est d'abord à Vichy, à Lyon d'abord, où il devient agent d'assurance, et puis ensuite il est transféré à Moulins, et là va commencer cette vie où, parce qu'il est bègue, tu vas pouvoir mémoriser par cœur des lieux d'atterrissage d'armes, de parachutes et tout ça, et que Ponge, qui a un Ausweis en tant qu'agent d'assurance et qui peut passer la ligne de démarcation, il va transbahuter. Là, donc, ce sera la résistance. Et puis ensuite, tu reprends la vie terne, ordinaire. De qui? Du poète. Période donc vraiment intense de Ponge, c'est là où il va écrire L'œillet, c'est là d'où viennent toute cette période, la rage de l'expression. Oui, mais il y a une césure. Et la césure, est-ce que tu écris quand tu es là au service boulangerie là, de la caserne de Grand-Quevilly, près de Rouen? Et dès qu'il a fini, là, il commence, alors il appelle ça « Souvenirs interrompus ». Justement parce que c'est bien barré à tout raconter, c'est quand même un truc consistant. Là, dans le Pléiade, on a 25 ou 30 pages. Ah ouais, mais tout d'un coup, l'armée allemande qui passe. Et, souvenirs interrompus, c'est l'histoire qui est interrompue. N'empêche que, alors moi, il y a un an, cette vidéo, je l'avais appelée « La prose aux chiens ». Je vais vous le reprendre, franchement, pour 30 secondes, parce que la piole qu'il loue, là, à Grand-Quevilly, c'est une brave dame, et cette brave dame, elle est obsédée par ses chiens. Voilà, c'est là. Juste une dizaine de lignes.
Sans doute, la manie plaideuse, si répandue en Normandie, avait-elle plus coûté à cette trépidante septuagénaire qu'elle lui avait apportée. Elle avait dû aussi se faire gruger par les hommes de loi, plus que par ses locataires. Mais elle gardait autant de confiance aux premiers que de haine pour les seconds. Elle aimait évoquer sa jeunesse, au cours de laquelle elle se flattait d'avoir fait partie d'une société de corps de chasse. Oui, elle sonnait du corps, domptait les chevaux et les chiens. Il ne lui restait pas de chevaux, mais un grand chien pâle et peureux était préposé à la garde de sa maison. Il devait l'accompagner dans ses rapides travaux domestiques, car je trouvais des puces sur le canapé et sur le lit en 1939. Et là, tout d'un coup, il y a Ponge, Francis Ponge, qui passe au chien. Est-ce que ça donne la prose au chien, j'avais appelé ma vidéo. Et lui restait aussi, outre un corps de chasse exposé dans son antichambre, une bonne demi-douzaine de chiens, empaillés, entiers, immobiles, sous les meubles, une descente de lit faite d'un autre chien, et plus de 10 têtes de fox terriers accrochées au mur de son rez-de-chaussée. La première impression était assez saisissante. Que mangeait-elle? Je me le demande. Son fourneau, dans une cuisine répugnante, n'était jamais allumé, mais son nez et son œil l'étaient en permanence, et ses mèches fort agitées, par quelque complaisance au vin, je suppose. Voilà, tout d'un coup, le monde est rempli de chiens du sol au plafond. Tu marches sur des pots de chiens, t'as des chiens empaillés sous les meubles, et puis au mur, là, t'as des têtes de fox terrier et tout. Et voilà, ensuite, ben, il revient à ces bureaux là, où ils sont là dans cette promiscuité de travail, des types qui viennent de partout en France, de toute l'échelle sociale, de bas jusqu'en haut, mais plutôt du bas que du haut. Et là, c'est ça, moi, ce texte là qui me hantait là pour faire atelier là, ce mardi soir. Souvenirs ininterrompus. Regarde. Bon, il y a quand même. Hop là, on est au dernier. Conclusion sur ces portraits. Voilà à peu près terminé la galerie des personnes avec qui j'eus le plus fréquent rapport pendant ces quelques mois. Certes, il en est bien d'autres, etc. C'est point l'envie qui m'en fait, mais je ne veux pas éterniser ce jeu. Donc tu as 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pages, exactement. Ça commence là. Où est-ce que ça commence? Ouais, il y a une italique. Page 1093 du tome 2, si tu l'as. Quelques mots maintenant sur chacune des personnes avec lesquelles je me trouvais le plus souvent en rapport pendant cette période. Et tu passes là, 14 pages plus loin, la galerie des personnes avec qui j'eus les plus fréquents rapports pendant ces quelques mois. C'est comme si la phrase s'interrompait, là, à la Raymond Roussel, hop, tu enfournais là, et après, bah, tu continuais, tu reprends exactement la même phrase, et c'est une espèce de boucle enterrée, là, dans les souvenirs interrompus de Francis Ponge, écrit en 1940, là, dans le grand trouble, avec sa femme, sa fille, et puis trouver de l'argent, et puis trouver des pommes de terre, hein, les pommes de terre là, de l'ouvrier, là, avec la phrase sur les camions. Ben, qu'est-ce qu'il y a dans ces 14 pages? Il y a 21 bons hommes. 21 bons hommes. L'arbitraire de tous ces types qui se retrouvent, malgré eux, là, dans cette situation totalement en bascule, totalement en trouble, en train de gérer la logistique, le pain, les uniformes, les masques à gaz, les chevaux et les véhicules, l'administration bureaucratique de cette armée qui, de toute façon, va être volatilisée quelques semaines plus tard. Disait Un balcon en forêt de Julien Gracq. Mais tout d'un coup, là, on est aux antipodes de Gracq. Et j'aime autant l'un que l'autre. Les deux Pléiades de Ponge sont juste à côté des deux Pléiades Gracq, là-haut. Alors, quelques mots. Le lieutenant David, l'adjudant La Maison,
Alors on y va, l'adjudant à la maison. En plus, il y a encore un chien. L'adjudant à la maison, lui, ressemblait à un chien pékinois, mais au physique seulement, à cause de son nez. Au moral, c'était un très bon homme, jeune encore, petit, maigre et brun. Il était fonctionnaire à la préfecture de Seine-Inférieure, originaire d'Albi ou de Foix, avec beaucoup d'accent. Il ne comprenait pas facilement ce qu'on lui expliquait, réagissait avec brusquerie, parlait fort, mais ne punissait jamais. Il était ravi lorsqu'on lui donnait un travail à sa mesure. Confection d'étiquettes, par exemple. Hop là, râpé, et tu passes au suivant. Desjardins. Le sergent-chef Desjardins était beaucoup moins facile à définir. C'était aussi un être plus redoutable, un Normand. De taille moyenne, rouge de teint, déjà gros à 32 ou 33 ans. Il avait d'abord été garçon épicier. Il se vantait d'avoir su porter un tonneau de morue ou une caisse de savon mieux qu'aucun autre. À la fin de son service militaire au Maroc, dans l'intendance, ils sont tous là dans l'intendance, il était sergent, il rengagea. Après quelques années, il trouva un emploi dans l'industrie qu'il quitta par la suite pour devenir comptable et chef du personnel au Haut-Fourneau. Il avait certes de grandes qualités de comptable, mais aussi de pointeau. Il fallait arriver à l'heure. Il fallait aussi l'admirer. Il fallait enfin subir sans murmure et avec des signes renouvelés d'approbation les innombrables réorganisations qu'il infligeait au service. Habile en parole, il savait flatter les gens et se créer un parti par des promesses d'ailleurs rarement tenues. Il s'était installé dans la guerre, source pour lui de revenus supplémentaires, s'intéressait vivement aux comptes de l'ordinaire, à des questions comme la solde mensuelle des sous-officiers, la tenue, l'indemnité d'entrée en campagne, etc. Il avait aussi des idées générales, celles que peut avoir un chef du personnel au Haut-Fourneau. D'ici ou là, aimait l'ordre et la discipline, voyait vainqueur certain et traitait volontiers David de garçon faible, la maison d'imbécile et ceux qui ne pensaient pas comme lui de défaitistes. Il fut tué à Blois par une bombe d'avion le 16 juin à 6 heures du matin. Grâce à de sérieuses qualités d'administrateur et à une grande volonté de parvenir, il avait réussi à être nommé sous-lieutenant quelques semaines auparavant. Un des jours les plus radieux de sa courte vie, il avait un côté familier qui le rendait malgré tout sympathique. Vous en voulez encore un ? Il y en a 21, 14 pages. Vous attendiez Francis Ponge sur ce terrain-là ? Et c'est ça qui est dingo, tu vois, c'est-à-dire, de la prose, là j'en ai des valises, des valoches, et puis qu'est-ce que... Je suis chez moi, je suis dedans, mais je suis Ponge aussi, je suis chez moi. Mais tout d'un coup, voilà, Ponge qui sort là des proèmes, textes que j'ai lus au départ, de ces camions, et puis qui arrive là, et qui se prend la matière, la comédie humaine. On a Ponge qui pousse la porte, qui entre, pousse-toi Balzac, attends Balzac, je m'assois 5 minutes, attends Balzac, je m'installe. Et ce qui nous fait, c'est pas du Talleyrand des Réaux, c'est de la compression à la Balzac, de la prose. Est-ce que c'est... et tout d'un coup, moi, c'est encore une autre question. Est-ce que Ponge, à partir de là, aurait pu totalement basculer dans notre univers ? Bon, d'accord, on n'aurait pas méthode, on n'aurait pas pour un Malherbe, on n'aurait pas... etc. Mais qu'est-ce qu'on aurait ? Le lieutenant Barnabé. Pardon. À cause de Kafka, j'ai fourché. Le lieutenant Bornuchet. Le lieutenant Bornuchet, qui succéda au lieutenant David, n'était lui qu'un pâle voyou, une espèce d'ignoble gigolo de 23 ans, rageur, insolent, à tout propos blanc de colère, petit maigre, monté sur allumette. Il lui suffit d'une chiquenaude pour le renverser. Il portait naturellement une badine et des culottes bouffantes, une écharpe de soie. Il avait une automobile bleue, un chien et sa maîtresse, une blonde décolorée qui boitait bas. Je reparlerai plus loin de ce personnage. Allez, ensuite, c'est Ballardier. Allez, ensuite, c'est Blondin. Allez, ensuite, c'est Charvet, le caporal Charvet. Ensuite, il y a Lapointe, comme dans les Maigret de Simenon. Lapointe,
Ses qualités de cœur et un zèle vraiment incomparables, même certainement excessifs, faisaient du caporal, puis sergent Lapointe, entre parenthèses Marcel, l'antitype parfait de Charvet. Lapointe était loin d'être inintelligent dans les petites choses et les petits travaux. Il était bon comme il est rare qu'un homme le soit, dévoué à l'extrême, mais il était aussi perclus de préjugés d'origine... Mais il était aussi perclus de préjugés, d'origine catholique, d'idées conventionnelles, de principes communs. Il était le type du petit bourgeois qui eût été bon. On ne pouvait être plus parfait employé qu'il ne l'était, ni plus parfait camarade, ni plus parfait père de famille, sans doute. Il avait 3 enfants. Nous l'appelions la grand-mère. Il avait en effet quelque chose de féminin, quelque chose de la vieille dame. Même dans ses traits, d'une figure assez laide, à la fois poupine et ridée, il avait le corps sans muscles et empâté, mais des petits gestes souples et des attentions charmantes pour chacun de nous. Surtout, il avait une passion violente pour l'un de nos camarades, que je décrirai plus loin, qui l'accaparait, dorlotait, jalousait même. Il ne pouvait travailler qu'en collaboration avec ce personnage, l'admirait éperdument jusqu'à souhaiter n'être pas démobilisé à son heure, c'est-à-dire avant lui. Ceci, on l'avouera, est un comble chez un père de famille de 3 enfants. Allez, la suite est dans le Pléiade Souvenirs interrompus de Francis Ponge. Mais voilà là, 14 pages, 21 bons hommes. Ce n'est pas une proposition ça, parce que 21 pages, 14 pages, 21 bons hommes, qu'est-ce qui te reste là comme espace? Eh bien dans cet espace, si je te dis, tu l'enfournes tout, le bonhomme. Tout. Tout, 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 tout. Comme les chiens, les toutous de Francis Ponge, prose aux chiens, souvenirs interrompus de 1939, écrit en 1940, juste après. Et puis, donc, cette phrase-là, que je continue de porter, est-ce que les carnets, là, m'en débarrassent, mon podcast, mon cher podcast, écoute ça, mon cher podcast, retiens ça. Des camions grossiers ébranlent la vitre sale du petit jour. Comment qu'il nous ébranle, Francis Ponge.